Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 537, exprimé 473, majorité 237, pour 271, contre 202. L'Assemblée nationale a adopté. Ainsi, une première étape est franchie. Mardi 23 juin, l'Assemblée nationale a voté le projet de loi constitutionnelle sur l'autonomie de la Corse. Dans l'histoire de France, depuis la Révolution française, c'est inédit qu'un territoire considéré comme hexagonal obtienne un tel statut. La Corse, son territoire, son peuple, son histoire et sa sociologie singulière sont dans les débats et déchirent l'échiquier politique, y compris à gauche, depuis plusieurs décennies. Au moins depuis 1975 et les événements d'Aléria, menés par Edmond Simeoni, père de Gilles Simeoni. En 1998, l'assassinat du préfet Erignac et l'affaire des paillotes embrasent à nouveau les débats. Feu Lionel Jospin avait tenté de lancer le processus de Matignon et avait choisi le dialogue avec les indépendantistes au risque de faire fuir de son gouvernement Jean-Pierre Chevènement, farouche jacobin et farouchement opposé à une telle initiative. Aujourd'hui, l'autonomie est votée à l'Assemblée nationale. La réforme constitutionnelle doit encore passer devant le Sénat avant de revenir à la Chambre basse. Mais quelle autonomie? De quelle autonomie parle-t-on? Est-ce que les aspirations autonomistes et indépendantistes ont été respectées? Celui qui a donc accouché de la première version du texte à l'Assemblée de Corse en 2023? Pour le moment, le texte prévoit que l'autonomie s'exercerait sur des compétences telles que l'aménagement du territoire, le tourisme ou le développement économique. Mais la question est renvoyée à une future loi organique dont on ne devine pas bien les contours. Certains pointent le renoncement des autonomistes sur l'inscription de la reconnaissance du peuple corse et sur le statut de résident ou encore la corcisation des emplois, une revendication indépendantiste visant à lutter contre le chômage en Corse et visant à favoriser les résidents corses face aux continentaux. Sur le peuple corse, ça a été remplacé par l'idée d'une communauté insulaire historique, linguistique et culturelle, ce qui a également hérissé le poil des jacobins et autres souverainistes de gauche. Pourtant, lorsqu'on se dit favorable à l'autodétermination des peuples, il devrait être évident pour tout le monde que les Corses puissent décider par eux-mêmes et pour eux-mêmes. C'est le principe de la démocratie. Bref, le sujet n'est quand même pas simple du tout, et pour tenter d'y voir un petit peu plus clair, je vais être en visio avec Thierry Dominique, maître de conférence en sciences politiques à l'Université de Bordeaux. Bonjour à toutes et à tous, sur Entretien d'actu, c'est tout de suite. Bonjour Thierry Dominici, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors tout d'abord, comment, je pose la question comme ça un peu de but en blanc, comment avez-vous réagi au vote d'hier à l'Assemblée nationale? Alors en fait, si vous voulez, ma réaction est simple, c'est que j'ai l'impression que pour une fois, une question qui a été normalisée, si je puis dire, banalisée, je reviendrai dessus, on a pu avoir une réponse donc ad hoc à une demande de décentralisation. Parce qu'en fait, si je vous réponds en tant que citoyen, en regardant ça un petit peu de loin, par exemple, c'était une demande de plus de décentralisation pour un territoire enclavé qu'est la Corse. Avec après, bien sûr, des points qui seraient plus d'ordre sociaux et surtout politiques, comme la question de communauté, etc. Mais c'est ça, on en reparlera, je pense, c'est que des formulations, c'est pas non plus quelque chose de dangereux. Donc j'étais plutôt content parce que, pourquoi content? Mais parce que dans le cadre de nos métiers respectifs, quand on parle de la Corse, notamment, il y a d'autres cas, hein, comme la Nouvelle-Calédonie par exemple, lorsqu'on parle de ce cas là, qui est la Corse, automatiquement, peu importe la demande, elle va être politisée ou amplifiée notamment sur des questions liées à la violence, par exemple, qui seraient endémiques, voire les Corses seraient endémiquement violents et belligérants, et seraient belligènes de naissance. Donc ça fait partie un peu du package. Et donc c'est vrai que très vite, on politise tout ça et au final, ça avance pas. Et j'avais un peu peur parce qu'au début, le monde, je dirais, entre guillemets, jacobin, des médias et des politiques avaient, et jacobin, c'est pas une insulte, hein, c'est simplement un positionnement politique dans un cadre précis. Hein. Ouais. Je me sens profondément girondin, par exemple, et pas parce que je vis à Bordeaux, mais parce que je suis plutôt, en tant que citoyen, attiré par toute forme de fédéralisme
de l'État. Donc, en gros, je suis plus tenté par l'État, entre guillemets, fédéral que l'État unitaire que le nôtre. Mais ça, depuis la création de l'État unitaire, il y a toujours eu. Donc, c'est cette pensée Girondine, ouais. girondine, montagnarde aussi, mais surtout girondine. Et donc, ici, pour le coup, les Jacobins avaient commencé à balancer leur machine, si je puis dire, sur balkanisation de la France. C'était des mots très forts, hein. Fin de la République, naissance des autres formes de révolte dans les régions à forte identité locale, etc., etc. Bah, c'est Alors d'ailleurs, que- c'est d'ailleurs, pardon, je me permets de vous couper. Allez-y, allez-y. C'est justement, c'est un terme, le terme communauté insulaire. Pendant les débats, il a cristallisé les débats sur les derniers jours des débats en hémicycle. Du côté, effectivement, les fervents jacobins, ils voyaient l'instauration d'un communautarisme dans la République, hein, je cite leurs propos. Oui, tout à fait. Mais Oui. même de l'autre côté, les indépendantistes, ils voyaient, quant à eux, un espèce de renoncement des autonomistes à faire inscrire la notion de peuple corse et en se contentant de ce terme un peu vague de communauté. Comment vous, justement, vous analysez ça? En fait, et dans le prolongement de ma réponse, mais je réponds aussi à cette question, en fait, si vous voulez, c'est assez extraordinaire parce que, en gros, la problématique des autonomistes au pouvoir, parce que la Corse a eu, depuis 2015, un changement politique et une demande démocratique de fait forte tournée vers la demande d'autonomie. Tout à fait. Donc, avec une majorité d'autonomistes au pouvoir et dans l'opposition, plus de forces traditionnelles, mais des indépendantistes, ou alors des corsistes, c'est-à-dire des partis traditionnels devenus régionalistes. Mais on n'a plus, hein, je dirais, l'hémicycle national à la région de Corse. Donc, partant de là, il y avait une demande qui s'est comment je pourrais dire, véritablement cristallisée sur des questions qui ne sont pas, c'est ce que j'essaie de dire, des questions liées à l'autonomie au sens du droit français et du droit constitutionnel, c'est-à-dire plus de décentralisation, mais des questions qui étaient intrinsèquement liées à des positionnements politiques, c'est-à-dire l'autonomie politique, c'est-à-dire en termes de reconnaissance, non pas de droits spécifiques pour un cadre spécifique, l'habilitation, l'expérimentation, ces cadres-là, hein, que met en place l'État, par exemple, en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie ou dans d'autres ultramarins que l'habilitation. Mais un cadre qui serait donc de reconnaissance d'une spécificité, d'une singularité politique qui serait donc le peuple corse. Et donc c'est vrai que les autonomistes ont mélangé les deux, c'est-à-dire la demande de plus de décentralisation qui s'est véritablement affirmée dans les urnes, parce que moi je connais beaucoup de personnes continentales qui ont voté autonomistes. Donc vous voyez, c'est un peu paradoxal, on pourrait dire, mais en fait non, ils ont voté le changement. Ou en termes de, comme dirait certain mélenchonisme, la forme qu'a pratiqué le dégagisme en Corse, c'est-à-dire le nationalisme politique. Ouais. C'est lui qui a poussé dehors les partis traditionnels, dehors du système. Donc là, si vous voulez, les autonomies se sont greffées sur cette question de peuple, cette question aussi de place des prisonniers politiques dans le champ politique. Ah oui, c'était un grand objet de débat, ça, pendant longtemps, et qui est revenu d'ailleurs après l'assassinat d'Ivan Colonna. Oui, et sauf que si vous voulez, cette question qui est terrible, hein, c'est terrible ce que je vais dire, et encore une fois, chez mes compatriotes, je ne vais pas me faire que des copains, mais en fait, si vous voulez, dans le droit français, c'est impossible de reconnaître le prisonnier politique, parce qu'en France, ça n'existe plus. Ouais. Depuis la fin de la Cour de sécurité de l'État, nous avons affaire donc finalement à des exactions terroristes et des associations de malfaiteurs. Peu importe le mouvement. On l'a vu, par exemple, puisqu'on est branché écologie, on l'a vu avec les mouvements qui ont pratiqué, donc, pour moi, et c'est ce que je fais maintenant dans mes travaux, de la désobéissance écologique, pour l'affaire des bassines, par exemple, ou d'autres formes d'action d'extinction rébellion, pour ne citer que les soulèvements de la terre. Et au final, au regard du droit français, c'est de l'exaction terroriste à but, etc. Alors, pas d'association de malfaiteurs, mais de mise en place de systèmes qui créant des émeutes, etc. Donc on se souvient de Darmanin qui les appelait les éco-terroristes. Voilà, alors qu'en fait, l'éco-terroriste, si je puis dire, je suis d'accord avec M. Barrot, c'est plutôt lui, en fait.
Donc, en acceptant toujours le système productiviste, etc. Mais bon, je pense que de l'écologie, j'aurai peut-être l'occasion un jour de parler avec vous de questions d'écologie radicale. Avec Mais plaisir. c'est plutôt mon objet actuel. Mais donc, pour revenir à mon ancien objet, donc le nationalisme corse, ici, on a des autonomistes qui se sentent obligés, et qui le sont, de porter aussi des discours qui sont liés à des fondamentaux du monde nationaliste. Donc, la langue, le peuple et bien sûr la place des prisonniers qui ne peut exister dans le système actuel. Même Ivan Colonna n'est pas un prisonnier politique, mais considéré par le système comme étant simplement un terroriste. Ouais. Au final, donc, ces points, finalement, qui sont des points importants, auraient pu, encore une fois, bloquer le processus de décentralisation. Et là, je m'explique vraiment. C'est-à-dire qu'en gros, ce que je me tue à dire souvent, et notamment à mes étudiants, c'est que l'autonomie, finalement, ce n'est pas politique, c'est institutionnel, administratif. En fait, qu'est-ce qui a été négocié là, en plus de marquer la communauté corse? Ouais. Donc, comme on l'a dit, je vous l'ai dit, depuis la révision de 2003, qui va donner l'idée de peuplement ultramarin, le terme communauté, il va dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'en gros, en France, OK, depuis la décision de 91 du Conseil constitutionnel, on ne peut avoir de peuple dans le peuple. C'est pas que le peuple corse n'existait pas, c'est pas ça qu'il a dit le Conseil en 91. Ce qu'il a dit, c'est qu'il n'y a pas de peuple corse dans le peuple français. Le peuple français, en gros, il est hermétique parce qu'il est une fusion de peuples. Donc, on ne peut pas dire qu'il y en a un en plus qui, lui, se démarquerait. Mais il n'a pas dit le peuple corse n'existe pas. Ouais. En 2003, le Conseil a accepté la révision conventionnelle qui a mis en place certains pouvoirs d'habilitation dans le monde ultramarin qui est aujourd'hui le nôtre. Et là, il y a reconnaissance de peuplement ultramarin. C'est-à-dire qu'en gros, ce sont des peuples qui ont été assimilés donc, on va dire, à l'unité nationale. Et donc, du coup, on les reconnaît comme étant d'ailleurs, tout en étant devenus donc français, mais on leur donne pas la reconnaissance de peuple, parce que ce n'est pas possible dans le peuple français. Et donc, de fait, aujourd'hui, on a un nouveau terme, c'est communauté. Et moi, ce qui m'a plu dans le terme communauté insulaire, et si on applique ce qui avait été demandé, qui n'a pas été accepté dans la loi, et ce qui est bien dommage, c'est-à-dire plus que la langue, plus que l'idée de peuple, pour être franc avec vous, la plupart des gens que je fréquente en Corse sont corses. Ils n'ont pas besoin d'être labellisés corse pour l'être. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, partant de là, c'est pas non plus nodal comme élément de combat. Par contre, un élément de combat qui était très fort, qui a été porté par la collectivité territoriale, je crois par Jean-Guy Talamoni lorsqu'il était président de l'Assemblée, ça a été l'idée d'un statut de résident. Oui, ça justement, c'est aussi un point sur lequel les indépendantistes se sont un petit peu fâchés, considérant que là aussi, il y avait renoncement de la part des autonomistes sur le statut de résident et par extension sur la question de la corcisation des emplois. Enfin, c'est le terme qui est un peu revenu. Mais effectivement, mais après, le problème, c'est que ça a véhiculé évidemment, encore une fois, tout un tas de clichés. J'ai vu passer des termes comme préférence régionale en faisant un détournement de préférence nationale qui généralement est un concept de l'extrême droite, donc pour faire comme si c'était un truc de fasciste ou de raciste, alors que pas du tout. La velléité indépendantiste sur cette question-là, elle est évidemment fortement liée au très haut taux de chômage qu'il y a en Corse, et aussi au fait que beaucoup de Français, de colons, enfin pas de colons, le lapsus, pas de Français viennent sur l'île pour, par exemple, les emplois saisonniers et tout. Donc, oui, mais en plus, si vous voulez, et en plus, les deux demandes ne marchent pas forcément ensemble. Le statut de résident, comme il était proposé au départ, c'était un statut qui était donné aux personnes qui résident littéralement sur l'île. Par exemple, moi, Corse, donc, de naissance, de parents, bon, après, on peut rentrer dans la généalogie, voilà, mais au départ, donc, de parents et de naissance, avec patronyme corse. Mais au final, par rapport à ce qui était proposé, je ne l'avais pas, ou je ne l'avais plus, parce que je ne vivais pas en Corse depuis X années. À l'inverse, un collègue à la fac de Corse, s'il avait au moins 5 ans de résidence, mais automatiquement, il avait ce statut de résident. Et c'est ça qui était intéressant dans la proposition de départ, c'est qu'en fait, ça n'avait rien à voir avec l'ethnie, mais plutôt véritablement l'insularité, celui qui vit sur le territoire.
Bon, après, il y a eu des pressions avant même, hein, ces derniers temps. Mais au tout départ, il y a eu des pressions, notamment de diaspora, enfin, bien que la diaspora corse, ça n'existe pas, on va dire, d'amicales internationaux corses, comme l'amicale des Corses, etc., et qui ont fait jouer le caractère diasporique. Mhm. Et par exemple, en gros, on se retrouvait avec un imbroglio d'explications qui devenaient de moins en moins rationnelles, parce que d'un côté, ben, c'était l'insularité, mais de l'autre, on devait aussi tenir compte du caractère diasporique, donc Corse de nom, petit-fils de machin, etc. Ce qui était un peu compliqué. Moi, par exemple, je trouvais ça un peu fou, en tant que, en fait, si c'était résident, c'était résident. Et un peu comme pour le statut de résident, pour obtenir des places moins chères au niveau des avions et au niveau des bateaux. Ouais. Donc ça, c'était le premier truc. Le deuxième truc, la corcisation des emplois, ben, serait pu... Il y a des cas, hein, où c'est accepté, comme par exemple la Nouvelle-Calédonie, Mhm. mais là, le problème étant, et on y revient toujours, c'est que pour l'identité kanak existe parce qu'elle a été mise en place par le processus de 88 de Rocard, avec ne serait-ce que le corps électoral qui a été créé. Ouais. L'identité corse au sens primordial du terme, au sens, on va dire, appartenant à une communauté distincte, avec, on va dire, Corse de souche, etc., ben, ça n'existe pas. Ouais. Ça n'existe pas sociologiquement. Donc, partant de là, corcisation des emplois, à part rentrer dans un système, et là l'État ben, fait jouer le droit français qui est classique, hein, qui est logique, c'est qu'on ne peut pas créer des inégalités sur ces questions-là, de travail, d'accès au travail, d'accès à l'emploi, etc. Donc ça ne pouvait pas passer. Mais d'ailleurs, ce point-là, ils n'ont pas vraiment bossé à fond. Ce qu'ils ont vraiment mis à fond, dans leur arsenal, c'était la langue, le peuple, un temps le statut de résident, et donc ce pouvoir d'habilitation, c'est-à-dire de pouvoir finalement agir sur la loi, comme en Polynésie et surtout comme en Nouvelle-Calédonie. Ouais. En fait, si vous voulez, ce qui est assez rigolo dans cette peur dont parlent notamment la plupart des médias par rapport au fait qu'on mélange, comme on le fait dans notre discussion, une question administrative avec une question politique, c'est qu'on oublie la réalité de l'État unitaire. Ouais. Alors, je ne sais pas si on va le voir. Moi, vous voyez, par exemple, ce que je fais en cours, c'est que je prends cet élastique. Là. Vous voyez, on le voit là, je pense. Voilà. Et donc, j'appelle ça l'élasticité de l'État unitaire. Ouais. En d'autres termes, si vous voulez, l'État fédéral, si on garde la même image, lui, il est au maximum. Oui, donc là, vous ne pouvez pas tout voir les deux extrémités, mais au maximum prêt à rompre de son élasticité. C'est-à-dire que c'est une nature juridique qui ne peut plus faire d'autres transformations parce que la meilleure des meilleures, c'est le fédéralisme. D'accord ? Ouais. L'État unitaire, à la base, lui, peu importe que ce soit la France, l'Espagne, le Portugal, voire même le Royaume-Uni, enfin l'Angleterre plutôt, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un élastique à pas encore utiliser tous ses pouvoirs d'élasticité. Ouais. Et en fait, on va dire que pour mieux fonctionner, comme pour l'État fédéral, l'État unitaire va se transformer, utiliser des mutations dans sa forme de nature juridique. Ouais. Et donc, par exemple, vous voyez, je vais commencer à tirer dessus, il a mis en place très tôt la déconcentration. Et donc, du coup, le préfet, etc., le recteur intervient et il est là. En gros, ils appellent ça en droit constitutionnel. Ils ont donc allongé le manche du marteau. Ouais. Mais c'est vrai que le marteau, l'outil, c'est le bout de métal qui est au bout, c'est pas le manche. Donc, on a allongé simplement la laisse, si je puis dire, de l'animal qu'on a envoyé là-bas pour qui nous remplace en termes d'application de la loi. Est-ce qu'on peut faire une... Pardon, je vous coupe. Attendez, je finis. Allez-y. À partir de 82, on a inventé la décentralisation. Donc, on a encore tiré sur l'élastique, mais il n'a pas cassé. Ça prouve que donc l'unité nationale fonctionne, mais on a mis de la pluralité, de la reconnaissance de certaines spécificités régionales. Pour nous, la France, ça reste administratif. Et pour l'Espagne, je peux encore tirer plus dessus parce qu'il y a aussi la reconnaissance politique. Le Pays Basque, la Galice, la Catalogne. Ouais. Pareil je dirais encore plus fort, le devolution aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, pardon. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que certains ont tiré un peu plus dessus. Et ils ont mis en place ce qu'on pourrait appeler, mais ce n'est pas encore accepté par l'État unitaire totalement, en tout cas par le monde scientifique, c'est ce qu'on pourrait appeler l'État régional.
Ouais. C'est-à-dire où là, finalement, on se rapproche de l'État fédéral, mais ce ne sont pas les États fédérés, ils n'ont pas de constitution. Ce sont véritablement des régions qui ont une forte autonomie. On Mhm. parle d'État autonomique et d'État régional. On peut faire un Euh, parallèle avec l'Italie pour ça. Par exemple, ou avec l'Espagne. Et donc, quand il est translucide, lorsqu'il va casser, ben, c'est le maximum, c'est l'État régional, selon certains spécialistes. Et donc, cet État régional, c'est l'aboutissement final de l'État unitaire. Et nous, on en est loin. Parce que nous, en France, le seul qui a atteint l'étoile, si je puis dire, de l'État régional, et c'est pour ça qu'on parle d'État régional asymétrique pour le cas Ouais. français, ben, c'est la Nouvelle-Calédonie. Mais la Nouvelle-Calédonie, elle a fait un effet domino et de fait, elle a tiré vers elle, en termes de demande, ce qui était, on va dire, dans le statut d'autonomie inférieur ou le degré d'autonomie inférieur, la Polynésie, qui est au-dessus en termes d'autonomie et de gestion de la Corse. Le Ouais. seul truc qu'il faut voir ici, et après j'arrête de vous bassiner avec ça, c'est que le système français de la 5e a 2 laboratoires pour mettre en place sa décentralisation depuis sa création. Ouais. C'est-à-dire, il a le caractère, pour tout ce qui est en dehors de l'Hexagone, donc l'ultramarin, le labo, en fait, c'est la Nouvelle-Calédonie. C'est là où on va mettre en place les différents systèmes. Ça commence avec la loi indigène de 1957 pour jusqu'à aujourd'hui le statut néo-kanak. Ouais. Et pour le côté hexagonal, en raison, je pense, de son insularité, mais peut-être pas, en raison des questions, en tout cas, portées par Defer en 82, mais le labo, ça va être la Corse. Ouais. Ça va être c'est la région hexagonale la plus déconcentrée, beaucoup plus, pardon, décentralisée, plus décentralisée que la Nouvelle-Aquitaine à laquelle j'appartiens. Et donc, de fait, ben, si on réfléchit comme ça, hein, en termes d'élastique, par exemple, ben, sa demande, c'est d'atteindre, en gros, en termes de fonctionnement, parce qu'il y a le phénomène d'insularité, de déclassement, parce que tout à l'heure, vous avez parlé aussi de la corcisation, mais moi, lorsque j'ai bossé cette question pour le CNRS pendant 2 ans sur la politisation des jeunes, ce que j'ai noté, c'est surtout un sentiment qui apparaît très tôt, donc chez les jeunes, et en plus, c'est un sentiment auquel un autre sentiment se rajoute, c'est un sentiment de déclassement. Donc, impossibilité économiquement et surtout se sentir déclassé. Donc, ces mécanismes-là entraînent donc des mobilisations, etc. Mais donc, pour finir, si c'est que l'élastique, mais ce qu'ils viennent d'obtenir, et que c'est pas gagné, parce qu'il faut que le Sénat, maintenant, lui aussi vote majoritairement le oui, ben, ils vont peut-être obtenir enfin un statut d'autonomie qu'ils auraient dû avoir lors du référendum local à l'époque de l'arrestation d'Ivan Colonna. Où là, les Corses ont voté à un peu plus de 50% non, mais c'était presque un vote sanction certes contre l'État, mais surtout sanction contre eux-mêmes au final, parce qu'ils ont retardé la décentralisation. Ouais. Voilà. Mais après, maintenant, si c'est politique, parce que moi, ce qui me dérange aussi, c'est de lire l'autonomie dans le cadre de la République. Ouais. C'est extraordinaire. Pourquoi ? Je ne savais pas qu'on pouvait obtenir une autonomie dans un autre cadre. Parce que l'autonomie est intrinsèquement liée au cadre républicain. Ça, c'est les Jacobins qui disent ça souvent, bah qu'on oui, ne peut pas avoir d'autonomie dans une république, comme si d'ailleurs il n'existait que le modèle français comme république, comme si les autres pays autour n'étaient pas des républiques non plus. Enfin, l'Espagne non, mais... Bref, c'est... l'idée d'autonomie, c'est-à-dire qu'on n'est pas indépendant, donc on est placé sous la férule de quelque chose. Ouais. Partant de là, un statut d'autonomie ne peut être que dans le cadre actuel de la Ve République, alors qu'un statut d'indépendance passerait par le processus de la Ve, qui est le processus d'autodétermination. Donc vous voyez, chaque fois, même rappeler que l'autonomie est dans le cadre républicain, c'est toujours essayer de réduire, d'arrondir des angles et de réduire des peurs, alors qu'en fait, il faut simplement dire le statut de décentralisation de l'île. Ouais. Tout simplement. Mais justement, par rapport à ce texte qui a été voté hier, à la fin des débats à l'hémicycle, donc la semaine dernière, Jean-Guy Talamone, leader indépendantiste du parti Gorzeka Libère, estime que les promesses d'une autonomie, qu'il cite, je cite, de plein exercice et de plein droit n'ont pas été respectées. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de cette déclaration ? Est-ce que ce texte ne va pas assez loin dans les aspirations à la fois autonomistes et indépendantistes, dans les promesses, ne va pas aussi loin que le texte qui est sorti de l'Assemblée de Corse il y a 3 ans ? Comment on doit comprendre cette déclaration de Jean-Guy Talamone ?
Alors, je ne suis pas dans la tête de M. Tadamone, mais alors son parti, c'est Nazione maintenant, c'est plus Corsica Libre. Oui, c'est vrai que ça a changé de nom, c'est Ça Corsica a Nazione, muté, pardon. et ça s'est rapproché aussi de certaines. Mais ça a aussi muté pour des. L'ancien nom me reste en tête, j'arrive pas à m'en débarrasser. Ah, mais parce que c'était moi, à mon époque, c'était Kunkult, on n'arrivait pas à en sortir, alors que c'était, ça avait déjà changé de nom. Mais c'est comme ça, c'est normal, hein, c'est un fil conducteur. Mais Nazione aujourd'hui, parce qu'il a ajouté dans son discours et dans ses actions des questions de proto-diplomatie, notamment avec la place de l'autochtone en Corse. Donc, ils sont pas encore dans l'indigénisme, mais ils en sont pas loin. C'est assez étonnant et intéressant d'ailleurs de voir ça. Ouais. Mais alors, pour revenir à Jean-Guy, qui est chercheur aussi, hein, donc à l'université, professeur, d'ailleurs je crois qu'il vient de passer professeur, a toujours tenu le même discours sur cette question. C'est-à-dire que pour lui, dès qu'il a été lancé, le projet est adopté par une grande majorité régionale, enfin de l'hémicycle régional. Donc, il avait soulevé l'idée qu'il n'avait pas tort, que, en fait, ici, on a affaire qu'à une sorte de demande de reconnaissance, on va dire, d'une communauté, d'un peuple, etc. Mais on n'a pas la demande claire et précise du transfert de compétences, et notamment des compétences que l'on désire. Parce qu'en gros, on a beaucoup parlé de transfert de compétences d'un pouvoir législatif, mais on n'a pas expliqué lequel, sur quoi, et comment. Ouais, par exemple, la Nouvelle-Calédonie a des pouvoirs avec les lois pays qui sont bien paramétrés. Donc, ils ne peuvent pas les soulever l'habilitation tout le temps et pour tout. Ce qui est assez étrange aussi, vous voyez, par exemple, cette demande, si on remonte dans l'histoire, le premier qu'il a fait dans la République, bon, c'est un lien aussi, bien sûr, mais le premier qu'il a fait dans le cadre républicain, bon, c'est bien avant la 5e, c'est un peu avant la naissance de l'Empire, mais c'est en 1801, donc c'est Toussaint Louverture lorsqu'il écrit la constitution d'autonomie de Haïti. Ouais. Dans le cadre français. Et lui, dans le cadre français, il montre en gros qu'on doit faire une assemblée du peuple haïtien, car c'est le plus à même d'entendre et de traduire toute forme de loi qui viendrait donc de Paris. Enfin, lui, il parle de la France, de la nation française. Ouais. Et que ce groupe, cette assemblée populaire, c'est une assemblée populaire hein, qui propose pas un corps électoral comme pour la Nouvelle-Calédonie, a ce pouvoir de législation. C'est lui à la fin qui tranche devant le gouverneur, qui est en gros le préfet, l'habilitation ou pas. Mais il parle d'autres termes, donc c'est d'application à cette singularité. Et donc finalement, ce pouvoir d'habilitation, cette demande réelle de plus de législation, de pouvoir législatif, il est vrai que il est moins apparent dans le projet, dans le statut final. Ouais, c'est ce qu'il dénonce en fait. Et en même temps, bon, il est dans un autre combat, c'est que pour lui... Oui, c'est l'indépendance évidemment. Hein, c'est l'indépendance, mais surtout... C'est l'autodétermination du peuple corse. Voilà, c'est la mise en... Ce qui est intéressant chez les indépendantistes de Nazione et de Corinne Front, c'est que les deux sont d'accord sur cette question. D'ailleurs, en fait, à la base, hein, les deux mouvements étaient proches avant les guerres intestines post-drame de Foriani. Donc, ils sont dans la même logique pour cette question-là, c'est mettre en place un processus d'autodétermination. Ouais. Même discours qu'on retrouve au PNC, donc l'autre parti autonomiste de M. Angelini, qui est le maire de Porto Vecchio, et qui lui aussi parlait, le PNC, d'autodétermination. Ouais. Ce que fait, malheureusement, donc la force politique qui est derrière Gilles Simeoni, mais comme vous le savez, c'est très comparable à la Macronie, c'est-à-dire que oui. Ça a les mêmes mécanismes, avec les mêmes impositions hégémoniques en termes de système, ouais. De partisans, parce que c'est une force partisane créée autour d'une personne qui prend le pouvoir au nom du dégagisme, puisque Macron l'a pris aussi au nom du dégagisme, et au final, est censé mettre en place une nouvelle forme de pensée, une nouvelle forme de faire le politique, mais on ne peut pas changer de système, et donc on va produire un appareil encore plus rigide et plus hégémonique, en marche d'un côté, FEM ou de l'autre. Mais l'idée de FEM, donc, c'était d'avoir, et c'était important, d'avoir dans le statut même, dans la Constitution même, le mot Corse. C'est ça qui était le vrai combat. Ouais. C'est-à-dire que la Corse soit reconnue
Un peu comme la Nouvelle-Calédonie, mes collègues ils disent de la Nouvelle-Calédonie que c'est une petite constitution dans la grande, parce qu'en fait, elle est sortie du chapitre décentralisation, et il y a le chapitre du statut ou du processus de Nouvelle-Calédonie. Eh ben, c'était ça un peu l'idée, c'était que avoir la Corse un petit peu, que la Corse ait sa page de reconnaissance de fait autonomique dans la Constitution, un peu comme pour la Nouvelle-Calédonie. Et alors que le combat peut-être aurait été peut-être plus intéressant si il avait été mis que sur le caractère institutionnel, donc autonomie de plein droit, c'est-à-dire quel type de compétences vont être transférées à la région. C'était ça que soulevait Jean-Guy Talamoni. Après, il le dit comme ça parce qu'il y a toute la polémique et le combat idéologique avec les autonomistes. Donc, de fait, il y a aussi un positionnement. Mais n'oubliez jamais cette idée qui a été portée par Jean-Guy Talamoni, qui est pour moi un tournant dans l'indépendantisme corse, c'est qu'avec sa phrase et sa réflexion pays ami, Jean-Guy Talamoni a montré que l'indépendantisme corse, c'est pas du séparatisme basque. C'est pas la fin, séparation, divorce violent. C'est au contraire plutôt un lâcher prise en raison d'une certaine maturité, un peu comme les parents lâcheraient leurs enfants parce qu'ils sont assez matures, ils sont maintenant en plus majeurs, donc ils peuvent partir et vivre leur vie en gardant tout ce qu'ils les ont construit et ce qu'ils vont les construire. Ils ne rejettent pas. D'ailleurs, là, il vient d'écrire un bouquin sur Roman Gary. Oui, donc il vient de faire un essai sur Roman. Donc il est vraiment imprégné de la culture française et il le rappelle avec pays amis. Et son grand-oncle était maire de Champigny-sur-Marne. Il était maire PCF de Champigny-sur-Marne. Donc ça, voilà. Louis Talamoni. Voilà, c'est la famille, mais je ne suis pas... merci non, mais beaucoup. après, voilà, il faut voir ça. Ce qui est intéressant, pour finir avec Jean-Guy toujours, ce statut de résident, à mon avis, s'il avait été porté par par exemple, pourquoi pas, par Europe Écologie Les Verts, puisqu'ils sont très proches en plus de FEB. Donc, si le statut est membre tous les deux, de fait, de Région et Peuple Solidaire. Si ce statut avait été porté par une force traditionnelle hors champ nationaliste, ce statut de résidence, selon moi, aurait été discuté. Et ça peut-être passé. D'autant qu'on parle même d'un statut de résident pour l'île de Ré, donc ça pose pas de problème. Donc voilà. Mais en état, c'est-à-dire au départ de la proposition, c'est-à-dire la personne qui vit sur le territoire. Si on met très vite les caractères ethniques, singularités, par exemple dans le droit québécois, pour être reconnu métis, au-delà du fait qu'on puisse l'être d'un point de vue génétique, il faut prouver, bien sûr, un degré d'appartenance à la communauté indigène, s'il préfère le terme indigène plutôt qu'autochtone, ou à la nouvelle nation à laquelle on se réfère, les Premières Nations auxquelles on se réfère, mais il faut le prouver d'un point de vue génétique, mais après d'un point de vue d'utilisation et de compréhension de la culture. Culture, tradition, langue, etc. Donc, mais ces caractères-là sont dans la Constitution. C'est l'article 35 de la Constitution. Et donc après, c'est l'ethnie de base, on va dire, donc la communauté autochtone de base qui vous donne ou pas la reconnaissance. Le plus souvent, c'est pas, mais de métis. Mais là, pour le coup, statut de résident, c'était très clair. C'était les gens qui galèrent sur le territoire insulaire. Pareil pour communauté. Moi, communauté insulaire, ça me va. Si ça reste l'idée, finalement, alors soit c'est l'idée historique, reconnaissance culturelle, etc., de ce qu'a été les Corses, mais ça ne définit pas le Corse d'aujourd'hui, mais simplement sa réalité historique, notamment avec la constitution de Paul, etc., ce qui n'est pas rien. C'est quand même la seule nation qui a existé dans le cadre français, en dehors de la France. Qui était une république au moment de son annexion par les troupes de Louis XV, oui. Voilà, donc, donc de 1755 à 1768 et 9, c'est un système basé sur la séparation des pouvoirs, c'est un régime parlementaire
Après, il y a aussi le royaume anglo-corse que les indépendantistes rejettent, mais que l'exemple, en gros, presque classique pour expliquer le système du parlementarisme donc à l'anglaise. Ouais. Mais pour finir donc, partant de là, cette idée-là, c'est l'histoire. Insulaire, ça doit tenir compte, à mon avis, et encore plus par rapport à l'écologie et à la crise et l'urgence écologique qui est actuellement visible avec ce qu'on vit là en termes de canicule, et là-bas c'est terrible aussi, autant que en tout cas qu'en Gironde. Hein. Il faudra bien donc tenir compte de la réalité des personnes qui vivent sur ce territoire, cette communauté donc qui est à la fois historique mais aussi physique, et donc leur donner les moyens de fonctionner, quoi. C'est ça surtout. Moi je m'en fous en fait, si vous voulez. Maintenant en tant que Corse, franchement je m'en fous. D'accord. C'est-à-dire peuple corse, langue, c'est... Oui, effectivement, il y a des enjeux beaucoup plus importants. Mais merci beaucoup Thierry Dominici. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions, d'avoir cette conversation passionnante sur finalement ces concepts politiques qui sont évidemment pour beaucoup, y compris chez ceux qui se prétendent universitaires, assez compliqués à maîtriser, donc l'autonomisme, même la République en soi, ça n'a pas l'air toujours évident. En tout cas, merci d'avoir été avec nous pour réagir à cette réforme à ce vote sur la réforme constitutionnelle. Et prochaine étape, d'ailleurs, le Sénat. On suivra ça de près à la rentrée. Puis on verra si effectivement cette réforme constitutionnelle est définitivement abrogée. Merci beaucoup Thierry. Je vous en prie. Quant à nous, vous l'aurez compris, cet entretien d'actu est terminé. Le 24 juin dernier, le média est passé devant l'Arcom, je vous le dis comme ça, dans le cadre de sa candidature à la TNT francilienne. D'ici leur réponse, notre objectif reste le même, atteindre 5000 donateurs mensuels, seul gage de stabilité financière et qui nous permettrait d'arriver sur la TNT avec une communauté solide et de pouvoir aborder librement des sujets comme celui qu'on vient de traiter. Si vous souhaitez défendre une information indépendante et nous aider à préparer les grandes échéances démocratiques à venir, rendez-vous sur cap-sur-handicap.lemediatv.fr. Notre survie ne dépend que de vous. Merci pour votre attention et votre fidélité et je vous dis à très vite sur les antennes du Média.